Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Romain. Salut Laurent, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent pour cette deuxième chronique Banous Made in USA. Pour rappel, tu relates chaque mois l'actualité de la tech vue de la Silicon Valley. De quoi veux-tu parler aujourd'hui, Romain ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un trend que j'observe depuis quelques mois. Alors c'est pas un trend nouveau, mais en tout cas ça prend beaucoup d'ampleur aux États-Unis depuis un trimestre, je vais dire. C'est le sponsoring d'événements virtuels. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ah bah oui, quand même. Alors le sponsor donc le sponsoring d'événements, c'est quelque chose d'hyper classique hein. Dès que vous regardez la télé, un match de foot, un concert, il y a du sponsoring partout. Donc ça n'a rien de nouveau. Aux US, pour garder l'angle américain, vous avez même la mi-temps du Super Bowl qui est sponsorisée par Pepsi. Ça s'appelle même le Pepsi Super Bowl Halftime Show. Donc c'est un truc hyper classique. Mais sur Internet, ça reste quand même des choses de niche parce qu'il n'y a pas tant d'événements virtuels que ça. Et je sais pas si vous vous rappelez Second Life, mais c'était en 2007. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait François Bayrou qui a essayé d'avoir un personnage pendant la présidentielle. Mais voilà, le genre d'événements qui étaient organisés, c'était des événements de niche qui avaient relativement peu de reach. Et puis la plateforme a perdu de sa superbe. Et depuis, il y a quelques petits événements par-ci par-là, mais rien de vraiment récurrent et qu'on peut faire à l'échelle. Comme ça commence à prendre de l'ampleur, j'ai essayé de comprendre quels étaient les éléments quelle était la bonne recette finalement pour avoir un événement virtuel. Donc le premier élément, c'est bien évidemment un réseau social. Donc c'était un peu le cas déjà avec Second Life, mais aujourd'hui les réseaux sociaux c'est monnaie commune. C'est là où sont les communautés, donc il faut absolument faire ça sur un réseau social. Idéalement, il faut que le réseau social ait une feature qui soit un peu innovante, un peu sexy, qui peut attirer du monde. Et il faut un événement, donc il faut un début, une fin, il faut pouvoir avoir il faut engager une communauté pour qu'ils viennent à un moment défini participer à cet événement virtuel. Alors, est-ce que tu as des exemples par rapport à ça ? Ouais, bien sûr. Alors, le premier exemple très 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 classique et hyper ennuyeux finalement, c'est la retransmission en live sur Internet d'événements dans la vie réelle. Ça va se passer sur des plateformes comme YouTube. Donc comme je viens de dire, l'innovation, c'est un live stream et l'événement en soi, ça peut être un concert. Il y a d'ailleurs David Guetta qui en a fait une série pour raiser des fonds, pour lever des fonds pour lutter contre le Covid. Donc la démarche est très noble hein, sur le papier, c'est cool. Mais ce qu'on voit sur le stream, c'est qu'il y a toujours le logo de la MLS et de Heineken qui sont sur le live en fait, sur l'écran. Et David Guetta, toutes les 5 minutes, remercie l'ensemble des sponsors qui matchent les dons. Donc c'est du sponsoring d'événements virtuels, mais dans un cadre assez classique. C'est pas hyper innovant. Il y a un autre cas de figure qui fait le lien, je vais dire, entre la réalité et le virtuel. Ce sont les streamers. Donc là, les streamers aujourd'hui, ils sont beaucoup sur une plateforme qui s'appelle Twitch. À l'origine, c'était beaucoup de streams de jeux vidéo. Donc
Donc l'innovation, c'était, il y a quelqu'un qui a une caméra qui est pointée sur lui, qu'on voit sur l'écran, et en plus on voit son écran de jeu, et on voit les réactions de ce joueur, et ça amuse sa communauté, je veux dire. Donc il y a tout un système d'édition de vidéos en live qui est très, très bien fichu. Et c'est sûrement pour ça que ça marche. Donc les événements, c'est chaque stream de chaque streamer. Et Twitch, c'est une plateforme qui se monétise aujourd'hui et propose des formats hyper classiques, je veux dire, hein, puisqu'ils font du natif. Tu peux mettre ton logo dans le flux vidéo directement. Tu peux avoir le nom de ta marque ou un hashtag dans le titre du stream. Tu peux avoir des posts sponsorisés dans le chat à côté de l'écran de vidéo. Donc ça fait finalement le lien entre la réalité et le monde virtuel. C'est pas encore hyper innovant parce que les formats restent très classiques, mais c'est un premier pas vers l'événement virtuel. Et puis pour les marques, ça leur permet d'hyper segmenter leurs audiences. C'est plutôt cool. Alors sur Twitch, il y a quand même moyen d'être beaucoup plus innovant, et c'est ce qu'a fait Wendy's. Donc Wendy's, c'est une marque de fast-food aux États-Unis. Donc c'est un peu comme McDonald's. Ils ont leur propre mascotte. Donc c'est une petite fille rousse qui, je pense, s'appelle Wendy. Et donc c'est un peu l'équivalent de Ronald McDonald finalement chez McDo. Alors l'innovation de Wendy's sur Twitch, ça a pas été d'embaucher un streamer qui est déguisé dans leur costume pour faire des vidéos. L'innovation de Wendy's, ça a été de créer du contenu de jeux vidéo. Donc peut-être que vous le savez, mais il y a certains jeux vidéo qu'on peut customiser, et finalement du coup vous pouvez un peu brander certains environnements, certains personnages dans différents jeux. Et c'est exactement ce que fait Wendy's. Ils donnent à la communauté des petits personnages à l'effigie de Wendy, et ils demandent simplement à leur communauté de venir jouer sur le même serveur. Et ce qu'ils font sur leur chaîne Twitch, c'est qu'ils retransmettent les affrontements entre les différents joueurs. Donc ça, je trouve ça hyper innovant. C'est une façon de créer un petit buzz. L'événement, il dure le temps du buzz. Mais mine de rien, en 2 mois, Wendy's, ils ont déjà 85 000 followers. Et franchement, ils ont pas fait encore beaucoup de contenu. Donc là, ils ont vraiment réussi à être innovants et à hacker ce que pouvait offrir une plateforme, et pour vraiment sponsoriser des choses, quoi. Super clair. Est-ce que tu as d'autres exemples? Ouais, donc j'évoquais les réseaux sociaux, donc là on va venir sur les traits standards. Quoique TikTok n'est peut-être pas si standard que ça, parce que c'est quand même plutôt pour les teenagers. Néanmoins, TikTok est une plateforme avec 800 millions d'utilisateurs, et TikTok a créé ce qu'ils appellent les hashtag challenge. Donc ça, c'est leur innovation. Et qu'est-ce que c'est qu'un hashtag challenge? En fait, c'est un événement plutôt sponsorisé, du coup qui dure la date de la campagne, où finalement une marque, un influenceur demande à sa communauté de créer des vidéos sous format de challenge. Donc ça ressemble vraiment à à l'Ice Bucket Challenge qui avait fait fureur pendant l'été 2014. La seule différence, c'est que maintenant, chacun le fait sur son téléphone, et le partage est beaucoup plus dynamique. Alors TikTok, ils ont un cercle hyper vertueux, parce que à la fois ces challenges, ils amusent les utilisateurs de TikTok, et puis en plus ils arrivent à en créer de l'argent. Donc des exemples de sponsoring, vous en avez plein. Des marques comme Levi's, Guess, des apps de fitness proposent des challenges. Pendant 30 jours, on ouvre l'app et on fait les exercices. Et vous avez toute une communauté derrière qui envoie les vidéos d'eux en train de faire des exercices. C'est vraiment addictif. Et Laurent, il y a une autre innovation que moi j'adore, et qui se passe sur Fortnite. Alors Fortnite, pour ceux qui ne savent pas, c'est encore un jeu vidéo, c'est un Battle Royale game. En gros, le concept, c'est une centaine de joueurs sont envoyés sur une carte, et ils doivent s'affronter.
et à la fin il n'en restera qu'un. Et les effets sur la carte font que ça contraint tous les joueurs à se rencontrer et donc à s'éliminer. Alors moi j'ai essayé ce jeu il y a un an et je me suis senti hyper seul en jouant dessus parce que la carte en réalité est très très vaste. Les parties durent 10-15 minutes et parfois je me suis retrouvé à explorer pendant plusieurs minutes sans croiser un seul opposant. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait Fortnite c'était pas du tout fait pour y jouer tout seul, c'est fait pour y jouer avec des amis. C'est un peu comme c'est un prétexte finalement le jeu. C'est un prétexte pour continuer une conversation avec des copains. Un peu comme si vous invitiez des gens à jouer à un jeu de société à la maison. Et Epic, le développeur du jeu vidéo, a très bien compris ce côté réseau social qu'ils avaient réussi à créer dans leur jeu. Et maintenant, ils ont créé un mode spécial réseau qu'ils appellent Party Royale. Et dans ce mode, il y a pas de gagnant ou de perdant. Tous les joueurs participent à un événement virtuel et vivent l'événement avec des amis. Alors, j'ai pas été capable de dire si c'était des événements qui sont sponsorisés ou pas. Mais je pense qu'ils le sont. En tout cas en partie. Si je cite des exemples d'événements qui a eu lieu sur Fortnite sur les dernières semaines, derniers mois, il y a eu un concert de Travis Scott, qui est un rappeur américain, qui est hyper immersif. Allez le voir sur YouTube, c'est hyper cool à regarder. Il y a aussi des marketeurs qui promeuvent des films qui vont sortir. Donc il y a eu un extrait de Star Wars en décembre dernier qui était exclusif à la plateforme. La semaine dernière, Christopher Nolan a montré une bande-annonce en exclusivité de son prochain film. Son prochain film sera accessible pendant l'été dans des événements sur Fortnite, dans son entièreté. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 innovant et les marques devraient commencer à regarder un peu ce qui s'y passe de plus près. Si on essaie de regarder un peu où les futurs événements virtuels vont avoir lieu, il faut regarder du côté des nouveaux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui essaient de se lancer, qui ressemblent un petit peu à TikTok, ou qui essaient d'apporter des innovations additionnelles à ce qu'a réussi à faire TikTok. C'est le cas, par exemple, d'une application qui s'appelle Firework d'ailleurs, il n'y a pas de S, où vous pouvez voir des vidéos un peu à la TikTok, mais dans un format à la fois horizontal ou vertical, ce qui fait que le visionnage devient beaucoup plus dynamique. Il y a pas vraiment de passivité, et il y a des choses assez sympas qui peuvent sûrement être réalisées avec cette petite innovation. Il y a une autre application qui s'appelle Gemi, Gemi, qui propose, pareil, des vidéos un peu à la TikTok, mais en utilisant à la fois la caméra frontale et dorsale de votre téléphone. Donc, quand on voit la popularité des vidéos de réaction sur YouTube, on peut imaginer que ça peut être une formule qui peut fonctionner et faire le buzz. Voilà, je veux pas en citer beaucoup d'autres, mais il y en a une peut-être qui s'appelle Thriller. Donc c'est vraiment un TikTok copycat, sauf qu'ils ont une librairie de musique qui est beaucoup plus large et de l'édition de vidéos qui est aussi assez innovante. Bon, peut-être que celle-ci aussi vous en entendrez parler d'ici quelques semaines. Quelques mois. Merci beaucoup Romain. C'est là où on voit, je ne comprends pas pourquoi Twitter a fermé son service Vine il y a quelques années maintenant, parce que finalement c'était un petit peu le concept que tu viens de nous exposer. Et oui, en effet. Donc, mais ils étaient peut-être trop avant-gardistes, comme Second Life. Il n'y avait pas encore une communauté derrière qui était apte à participer à des événements virtuels de façon régulière. Et c'est peut-être un peu plus le cas aujourd'hui. Alors, merci pour tous ces exemples, mais comment on mesure l'impact de ces opérations sur les différentes plateformes ? Ça, c'est une bonne question. Alors ça va dépendre de la maturité de la plateforme. En règle générale, ce que vous pouvez vous dire, c'est que la donnée first party, elle est accessible. Vous allez avoir le nombre de viewers, le reach, des stats par segment first party.
Et puis aussi des engagements finalement, des signaux d'engagement qui sont first party comme des likes ou des reposts. Fortnite a même créé des skins, donc c'est un peu une façon de personnaliser son personnage qui est exclusif à certains événements. Donc ils sont sûrement capables de vous dire le nombre de personnes qui ont voulu récupérer le skin à la fin de l'événement. À l'extérieur de la plateforme, via du third party tracking, c'est aussi possible, mais ça va vraiment dépendre. Il y a des limitations. Donc YouTube, qui appartient à Google, ils envisagent d'utiliser très 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 prochainement le Ads Data Hub, qui est un peu leur système d'attribution avec des channels croisés, privacy first, privacy oriented. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochains mois. TikTok a une solution beaucoup plus classique, où eux ils proposent leurs propres pixels de tracking qui vous permettent de traquer des conversions sur votre site. Ils sont aussi intégrés avec quelques SDK populaires si vous avez besoin de traquer des événements in-app comme des installs, voilà. Et Twitch, eux, proposent du third-party tracking vraiment limité. Et figurez-vous que parmi les quelques third-party companies qui peuvent faire du tracking sur Twitch, il y a Sizmek. Et Sizmek, ils ont été rachetés par Amazon. Et comme Twitch appartient aussi à Amazon, on voit que là, il y a une vraie synergie entre les différents groupes qui appartiennent à la holding Amazon. Merci beaucoup, Romain. Alors, chers auditeurs, si vous voulez avoir le pseudo de Romain sur Fortnite, il suffit de nous envoyer un message. Et sinon, on essaiera bien évidemment sur le site de mettre la photo de Monsieur Bayrou dans Second Life pour voir à quoi il ressemblait à l'époque. Merci Romain en tout cas. Et puis on se dit rendez-vous le mois prochain en direct de San Francisco. Ouais, au mois prochain. Salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.